Donc en conclusion, si on considère que tous nos followers aiment Atlantide, comme j'ai pu le montrer, ça serait quand même incroyable de pas faire une review dessus. Non. Je vous prie de m'excuser Wiki, mais vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour parler d'Atlantide. Comment ça? Vous y êtes déjà allé? Ben non. Ben voilà, vous n'avez donc pas suffisamment d'expérience. Bon maintenant suffit, j'ai d'autres flammes Yahoo à fouetter. Hein. Mais... Bon, bonne journée. Pas assez d'expérience, ni. On va voir si j'ai pas assez d'expérience. Idiote! Tu me traitais pas aussi méchamment, jamais de savoir ce que je viens de trouver. Oh, pitié! Pas une de ces babioles qui va finir sur le bar, prendre la poussière. Waouh! Où est-ce que t'as trouvé ça? Quelque part près de Clignancourt, je crois, c'était par terre. Enfin bref, Wiki, dis-moi, j'ai trouvé quelque chose. Dean, t'as vraiment trouvé quelque chose là? Yes! En fait, c'est un morceau du cristal de l'Atlantide, celui que possèdent tous les Atlantes et qui va nous permettre d'aller jusqu'au continent perdu. Prends ça dans les dents, J-Beach. On va voir qui a pas assez d'expérience. Allez, appelle Zen. Oh, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'appeler Zen? Est-ce qu'on a... Dean. Quoi? Dean. Oui, non. Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Zen! Est-ce qu'on a tant besoin de cette Zen, franchement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, tu vois le cristal, j'ai déjà trouvé à Clignancourt. Bah, j'ai peut-être un petit peu menti et en fait, j'ai plus trouvé dans le pantalon de la poche arrière de Zen, si tu vois ce que je veux dire. Et tu crois qu'elle va t'en vouloir pour si peu? Dean! Oh, salut Zen, comment ça va? Allez, on y va! Mais la review! T'inquiète, j'ai appelé des remplaçants, tout est sous contrôle. Allez, dépêche! Oh. Bon. Et quel film allez-vous traiter? Un truc fun, Un truc avec une histoire d'amour bizarre. un truc pourri mais qui nous donne du baume au cœur quand même. Avec de l'humour bien stupide. Hein. Ouais. Qui collerait à Halloween. Et qui nous a donné des suites et des spin-offs bien as comme on aime. Moi je dis la momie. Ouais, la momie. La momie. Oui, la momie. La momie. Hein? Mais attendez, non, mais la momie, ce n'est pas du tout un film d'animation. Et hop, je vais donc vous conter l'histoire de la momie. Oh. La Momie est un magnifique film d'aventure et d'humour qui nous a été offert par Steven Sommers en l'an 1999. Et c'est un remake, enfin je crois. Exact, Universal a repris son film La Momie de 1932 qui était genre bien naze, bien déprimant, avec des effets spéciaux pourris, et il a remasterisé en film hyper fun qui leur a apporté vlad du flouze. Mais après, bah, ils ont voulu retenter le coup en 2017, sauf que le film il a pas eu l'effet attendu. Tiens, c'est le DVD de La Momie que t'avais demandé. Ah bah... merci. Ah, ce fut un bon Noël, presque aussi bon que l'année du remake de La Belle et la Bête. Oh, il était bien relou ce film. Le film commence sur une séquence flashback qui est censée nous plonger au cœur de l'Égypte ancienne, mais ça ressemble plus à une cinématique de PS2. Mais non, c'est évident, le film a tout compris. Il mise tout sur les effets spéciaux comme les films d'aujourd'hui. Et pour l'époque, le réal est hyper balèze d'avoir osé comme ça les images de synthèse. Le grand vizir Imhotep et Anaxunamun, la femme du pharaon, entretenaient une liaison secrète. Je me souviens de cette histoire d'amour. En fait, Cupidon il en était encore à ses débuts, il aimait bien former des couples pour, je le cite, foutre la merde. Ça serait vraiment la merde si le vizir et la maîtresse du pharaon tombaient amoureux.
Ah oui, c'était vraiment la merde. Au nom de la Cupidon Compagnie, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont souffert de la malédiction infligée au grand vizir Imhotep. Wow, attends, c'est quoi cette histoire de malédiction là? Bah, comme ça coquinait avec la femme du pharaon et que tuer le pharaon, bah c'est pas joli, Imhotep est condamné au Omdai, la pire de toutes les malédictions. On lui coupe la langue, on le momifie vivant, et on recouvre son corps de scarabée mangeur d'hommes. Ooh, that's bad. Mais en contrepartie, on lui offre une vie éternelle et une toute puissance si jamais quelqu'un le ressuscite par hasard. That's good. Bon bah ça va alors. Non mais attends, jamais le pire truc qui puisse t'arriver c'est de te réveiller en momie toute puissante, immortelle et contrôler le monde. Moi je signe tout de suite pour la malédiction hein. D'ailleurs avant de tuer les gens je chanterais It's the home die and you are gonna die. Twing twing. Je vois déjà les billets se profiler. Par la magie de l'apparition de l'écran titre, on fait un saut dans le temps et on découvre deux autres personnages du film, Benny et Rick. Et on voit direct à quel genre de perso on a affaire. Benny c'est le fond de raclure de service qui va faire tous les coups fourrés. Et je crois que Rick, bah c'est le héros principal vu qu'il est immunisé aux balles. Et on a aussi introduit à l'une des caractéristiques principales de Rick, hurler en tirant sur absolument tout ce qui bouge. Rick se fait attaquer par du sable. Et on fait un nouveau saut dans le temps, 3 ans plus tard, où on rencontre deux autres personnages, Evie et Jonathan Carnahan. Ma jolie petite sœur préférée. Bon ok, désolée pour la déformation professionnelle, mais là je peux pas m'empêcher de dire que ce genre de dialogue est stupide. Ça sert à rien. Surtout pour indiquer, on est frères et sœurs, mais on n'est pas amoureux, sinon ça serait dégueulasse. Personne n'appelle sa petite sœur ma petite sœur, c'est pas naturel. Puis ça se voit dans leur complicité qu'ils sont frères et sœurs. Un couple, ça se comporterait pas comme ça. Bah oui, s'il y a pas au moins un duo musical dans Sinon sous les étoiles, c'est pas vraiment une histoire d'amour, hein, tout le monde le sait. Rappelle-moi de jamais t'engager à la Cupidon Compagnie. Oh yeah! Twing twing! Jonathan dit à Evie qu'il a trouvé une babiole en faisant des fouilles. Et par la magie de la coïncidence, cette babiole est en fait la carte vers la cité perdue d'Amunaptra. La cité des morts où ce pauvre Imhotep a fini momifié. Non d'Aphrodite, on a vraiment merdé avec lui. Hein. Il montre la carte au conservateur du musée histoire de se la péter un peu, sauf que ce dernier est en mode une cité perdue, bah l'hiver, ça n'existe pas, c'est absurde, je suis un universitaire. Et il brûle la carte sans faire exprès. Ce que les personnes sensées appellent de banales histoires à dormir debout. Oh mon Dieu, regardez ça. Oups. Mais Evie est persévérante, et elle demande donc à Jonathan de la conduire là où il a trouvé la carte pour essayer de trouver des indices. Sauf que Jonathan n'a pas trouvé la carte, il l'a volée à Rick. Et ce pauvre Rick n'a pas eu de chance, car après son épopée dans le désert, il est maintenant emprisonné et condamné à mort. Pour quelle raison? Ah, le désert n'obéit qu'à ses propres lois. Elle a plein d'informations, mais pas d'explications. Quand elle raconte un film, on comprend rien à l'action. En tout cas, aussi bien Rick que Evie essayent de bullshiter le gardien de prison pour que Rick ne soit pas pendu. Tu as une dernière volonté, pas? Ouais, détache la corde et laisse-moi descendre. Tu vas pas le laisser partir. Et comme on est dans un film où les trois personnages principaux ont un sens moral irréprochable, ça passe. Jonathan, Rick et Evie partent donc pour Amunaptra avec le gardien de prison. Mais pas avant que Rick ne passe par l'étape essentielle de toute comédie romantique, le relooking. Ah ouais. Oh my god! Ouais, il est pas mal. Oh, j'ai chaud! Ah, il est bien. Vous avez senti mon À bord du bateau, il rencontre une équipe d'Américains également à la recherche des trésors d'Amunaptra et guidés par Benny le fond de raclure. Heureusement, Rick perd pas de temps avec lui. Tiens, mais on dirait mon vieux pote Benny. Bonsoir Benny. Et on a aussi droit à une première scène de flirt entre Evie et Rick. Une scène de flirt qui ne commence pas bien, Tu veux voir mes grosses armes, baby? ne se passe pas bien, Pourquoi m'avez-vous embrassé? On s'apprêtait à me pendre, j'ai voulu encore faire un peu la fête. et ne finit pas bien. Oh. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une histoire d'amour parfaite en somme. On l'a bien réussi celle-là. Mais Evie n'a pas le temps de penser aux grosses armes de Rick, car le bateau se fait attaquer. Rick, Evie et Jonathan ont tout juste le temps de fuir. On oublie la carte, on oublie la carte.
Du calme, c'est moi la carte. Elle est là-dedans. Oh, voilà qui est rassurant. Je suis la carte. Et faut dire qu'il n'y a pas que Rick qui gère en combat. Jonathan et Evie se débrouillent aussi plutôt bien. Ai-je paniqué? Je dirais que non. Oui, bon, ils se débrouillent à peu près bien, quoi. Bon, bah ça va, faut bien un comic relief pour faire rire les gamins. Estimez-vous heureux qu'on a Jonathan qui est pas complètement inutile et pas quelqu'un comme... Ok. Seuls les figurants sont tués pendant l'attaque, et aussi bien l'équipe d'Evie que les Américains survivent. C'est le début d'une belle rivalité pour la conquête d'Amun-Aptra, ponctuée de sublimes joutes verbales. J'ai comme l'impression que c'est nous qui avons les chevaux. Eh Benny, j'ai comme l'impression que toi et tes potes êtes du mauvais côté du fleuve. Mais Evie arrive la première à Amun-Aptra parce qu'elle a LA technique pour faire avancer son dromadaire plus vite. Fonce Evie, fonce. 3, 4, tic tic tic, hat hat hat, tic tic tic, hat hat hat, tic 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 tic, hat, tic 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 tic. Ouais, bon bah je sais pas jamais ça marche faire avancer le dromadaire plus vite, mais ce serait très bien pour un album a cappella. Ah oui, 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 oui. Toute la joyeuse bande finit par arriver à la cité perdue et... Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, à partir de là, il se passe rien à part des fouilles archéologiques et c'est pas fun. Donc j'avance jusqu'à ce que quelqu'un crève. Ah! Mais c'est qui du coup? Allez, prochaine mort. Donc si je comprends bien, les personnages ils meurent selon leur ordre d'importance dans le film, c'est ça? Oui, mais quoi qu'il arrive, tout finit bien pour les personnages principaux, c'est la base d'un conte familial. Mais c'est pas un conte familial, c'est une histoire d'amour raté. Ah, me regardez pas, moi je suis pas critique cinéma, hein. J'aime juste les scènes d'action et les morts stupides. Au cours de leur fouille, l'équipe de Evie trouve le livre des morts ainsi que le corps momifié d'Imhotep. C'est moi où il a une troll face, Imhotep. Et de leur côté, l'équipe des Américains ouvre un coffre maudit qui les condamne à mourir si Imhotep vient se réveiller. Eh mais y a pas un moment où ils se font attaquer sur le camp par les mêmes types qui les avaient déjà attaqués sur le bateau? Ah oui, les Medjay! Ils sont censés protéger Amun-Aptra et empêcher le réveil d'Imhotep, mais vu qu'ils sont fort nuls dans le rôle et qu'ils auraient pu tuer Rick au moins 3 fois pour l'empêcher de causer une potentielle fin du monde, je les ai enlevés de l'histoire. Elle efface les incapables de ses nombreuses fables. Elle n'a pas le temps pour les incompétents. Bon, mais à part l'attaque des Medjay, pour l'instant ça va, tout se passe bien. Evie et Rick ont même le temps de flirter un peu. Qu'est-ce qu'un bel endroit comme ça fait dans une fille pareille? C'est un peu ça, oui. Je vous jure, c'est l'une des histoires d'amour les mieux construites de l'univers fictif. Et puis, Evie ouvre le livre des morts et... Ah pardon, c'est peut-être Cupidon, un instant. Allô? Salut Cézanne, ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Bien! Parce que nous, ça va pas fort. Ça fait 3 jours qu'on fait des fouilles sans rien trouver à part un vieux bouquin plein de symboles que Wiki veut lire à voix haute pour travailler son Atlante. Vous pensez que c'est une bonne idée? Sueya rumtup, sumarket bebaya, imati dusupi ki setsuyeya tuye. Non, dis-lui de pas faire ça. Imana, Imano Botaki. Wiki! Non mais ça va, je vous dérange ou je peux continuer mon histoire? Evie réveille donc Imhotep en faisant la bêtise de lire le livre des morts à voix haute sous prétexte que... Ce n'est qu'un livre. Quel mal y a-t-il à lire un livre? Bah, demande donc à Ginny Weasley, hein. Mais Imhotep n'est pas encore tout à fait invincible. Pour ça, il lui faut aspirer la vie des 4 Américains qui ont ouvert le coffre, pour ensuite pouvoir regagner ses pleins pouvoirs et enfin ressusciter Anck-su-namun, qu'il aime toujours. Vous voyez, si Imhotep avait été le héros de ce film, il aurait été vu comme un prince tragique et romantique. Mais comme c'est une momie dégueulasse, ben son amour compte pas. Et ça, les enfants, c'est ce qu'on appelle de la discrimination. Mais pour qu'Anck-su-namun revienne à la vie, il lui faut un corps. Et comme celui de Jonathan n'aurait guère si à une princesse, Imhotep jette son dévolu sur Evie. Pas de chance, ma petite sœur. Rick essaye une première fois de défendre Evie. Et ça marche, ça. C'est pas vraiment le bon moment, là. Oui, c'est encore l'assistante.
Si par hasard vous croisez un mort-vivant, vous pouvez lui hurler dessus tout en tirant sur lui comme un badass, juste pour voir ce que ça fait. Déjà fait, ça marche pas bien. Du coup, Vicky est en train d'essayer de trouver un autre moyen de vaincre les zombies atlantes, mais ça serait bien qu'elle se dépêche un petit peu. La patience est une vertu. Pas aujourd'hui, non. Bon, bah... Oh, Rick, comme Zen, va bien trouver un moyen de battre la momie, hein. Mais quand j'ai signé, c'était pour vous emmener là-bas et pour vous ramener. C'est ce que j'ai fait. Fin du travail, fin de l'histoire, contrat terminé. Non mais Evie, elle va finir par le convaincre grâce à la force de l'amour. Non mais ça ils s'en tapent, hein. Je te dis, tant qu'il n'y a pas eu de chanson romantique et catchy, ça vaut que dalle l'amour. Ce qui le convainc de rester, c'est une pluie de météorites. Non mais là t'inventes ton histoire au fur et à mesure, c'est pas possible. Ah non, 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 pas du tout, c'est très sensé tout ça. Et puis ensuite la momie revient mais Rick la fait fuir grâce à un chat. Parce que les momies ont peur des chats en fait. Dites-moi si je suis bien, mais en fait la momie, à part pour les 4 abrutis qui m'ont ouvert le coffre et qui sont destinés à crever, elle est pas très dangereuse, non? Là, elle ne fait que faire une pose menaçante. Et là, il projette vite fait Rick contre le mur. Perso, j'ai plus peur de ces foutus scarabées. Hein. Pour l'instant, ils ont tué plus de gens qu'Imhotep. Hein. Bon, ça commence à devenir un peu confus là. Et si on revenait à la valeur sûre du film? Est-ce que Benny est toujours un fond de raclure? Mon prince. Dans le doute, on a toujours Benny. Béni sois-tu! Imhotep finit par aspirer la vie des 4 Américains assez facilement à cause des très mauvais choix de Rick. Voyons, alors il faut que je parte sauver un des Américains. Je sais, je vais laisser la spécialiste en momie à l'hôtel, la faire protéger par les 2 mecs qui sont eux-mêmes menacés par la momie et embarquer l'alcoolo inutile avec moi pour assurer mes arrières. Ah, et je vais laisser le chat à l'hôtel aussi, parce que c'est pas la peine de m'encombrer du seul truc capable de vaincre la momie, hein. Merde. Et encore une fois, Jonathan prouve qu'il n'est pas si inutile que ça, parce qu'il a la meilleure idée de tout le film pour échapper aux lépreux zombies. Personne ne veut parler du fait qu'il y ait des lépreux zombies dans un film sur une momie. Pour sauver son frère Eric, Evie se sacrifie et accepte alors de suivre Imhotep. Reste en vie si tu veux te battre demain. Ah, ok. En fait, ça fait un parallèle avec l'histoire d'amour d'Imhotep et d'Anaxunamun au début, quand elle s'est sacrifiée pour qu'Imhotep puisse vivre et puisse la sauver plus tard. Mais comment vous faites pour voir tout ça? Je veux dire, moi quand je regarde un film, c'est soit ah j'aime bien, ou alors ah j'aime pas. Rick, Jonathan et le Medjay partent donc retrouver Evie, aidés par Winston, un ancien aviateur de l'armée d'Angleterre, qui accepte de les conduire à Amun-Aptra après un excellent argument de Jonathan. Tous ceux que nous avons rencontrés sont morts, alors pourquoi pas vous? Ah! Et comme Winston n'est pas un personnage principal, il meurt. Je l'ai bien analysé là. Je sais bien qu'ils essayent de rendre le moment émouvant, mais... Quand 30 secondes avant tu as une tornade de sable en forme de tête qui avale des gens, tu peux pas être crédible avec ce genre de scène. Mais attendez, si la règle jusqu'ici c'est que les personnages meurent par ordre d'importance, et que là actuellement il reste que les personnages principaux, du coup c'est qui le prochain? Oh. Non, pitié, pas ça! Ouf, ah, je peux faire ça. De son côté, Evie est emmenée dans la salle de résurrection et placée à côté de la momie d'Anaxunamun. Mais un bruit suffit pour qu'elle comprenne que Rick est en chemin pour la sauver. Alors attention, maintenant on entre dans le combat final. Alors restez attentifs parce que là c'est un peu n'importe quoi. Imhotep ressuscite donc Anaxunamun, mais il faut qu'il tue Evie pour qu'Anaxunamun prenne son corps. Mais Jonathan débarque avec le livre d'Amon-Ra qui contient la formule capable de rendre Imhotep mortel et donc de le tuer. Mais Hadès, il avait plus de sa potion rose là qui permet d'être mortel. Non, enfin, commence pas à m'embrouiller, ça c'est pas la bonne mythologie, d'accord? C'est déjà assez dur à suivre comme ça. Mais du coup Jonathan, qui a tendance à parler un peu trop fort, attire l'attention d'Imhotep qui ordonne à Anaxunamun de tuer Jonathan. Bah, il a qu'à lire le livre avant, non? Oui, mais non. Car le livre est scellé par une clé que Imhotep garde sur lui, et donc entre-temps Rick libère Evie, mais il se fait attaquer par une armée de momies qu'il essaye de combattre comme à son habitude en leur hurlant dessus. Ça peut
pas marcher à tous les coups. Anaksunamon est en galère avec Jonathan qui pourtant n'est pas spécialement dur à battre, donc Imhotep vient lui donner un coup de main qui se fait couper par Rick lui-même venu aider Jonathan. Mais du coup, Jonathan récupère la clé qui lui permet d'ouvrir le livre, sauf que le livre, lui, est tout en égyptien. Evie lit très bien, mais Anaksunamon s'en prend à elle, et les autres momies continuent d'attaquer Rick. Et comme Imhotep a décidé de faire une pause, personne ne s'occupe de Jonathan qui prend tout son temps pour déchiffrer le bouquin. C'est un oiseau, une cigogne. Par miracle, Jonathan finit par lire l'incantation jusqu'au bout et réussit à contrôler les momies auxquelles il ordonne de tuer Anaksunamon. Comme il n'y a plus d'Anaksunamon, Evie peut rejoindre son frère pour enfin lire la dernière incantation qui invoque je sais pas quelle divinité égyptienne qui vienne prendre l'âme d'immortel d'Imhotep pendant que ce dernier les poursuit comme un con dans l'escalier. Et enfin, Imhotep devient mortel et Rick peut le tuer. Et voilà, vous avez tout compris? Bah moi j'ai aimé en tout cas. C'est pas fini. Ah merde. Ils ont battu Imhotep, mais devinez qui les met dans le crottin de chameau. Mais je suis navrée de vous dire que Benny, étant le fils de chacal qu'il est, ne parvient pas à sortir de la caverne aux merveilles. Oh ben ça c'est une surprise! Ne reste plus que Evie, Rick et Jonathan qui réussissent à s'en sortir en vie, mais sans richesse ni livre d'Amon-Ra. Et Jonathan a à peu près cette réaction-là. Et c'était tellement d'or. Mais peu importe pour Evie et Rick, puisqu'ils ont trouvé la plus belle des richesses, l'amour. Enfin, ça, c'est ce que Cupidon m'a demandé de dire, hein, parce que moi, je suis une stagiaire sous-payée, donc j'aurais préféré l'argent. Et fin. Bah, le Medjay alors? Ah oui, il s'en sort. Bah quoi? Non, je suis un peu stressée parce que là je sens que c'est bientôt l'heure du bilan et vous savez, moi, à part les phrases cool et les swing swing, je sais pas trop faire quoi. Tu veux pas qu'on appelle les filles? Ah bah tiens, justement. Allô? Oui. Alors, on a un petit problème en fait, c'est que donc l'armée de zombies atlantes que Ricky a réveillée est en train un peu de nous mettre la misère, et apparemment la formule pour les arrêter se trouve dans ce livre, mais mon attention est un petit peu rouillée et j'ai du mal avec le dernier symbole. Ça ressemble à quoi? Oh, c'est une sorte de serpent qui ondule un peu vers la droite, ouais. Un S? Ah oui, c'est ça. Zombie Atlante, barrez-vous! Je hais les zombies. Faut qu'on se tire. Ah oui, oui. Allez, courez! Allô? Allô? Attention, la colonne de fond! J'en ai marre, je suis fatiguée, Mais le livre! On n'a pas le temps de racheter un autre lecteur! Ça s'ouvre pas, soit pas! Allez! pas là! Ah, attendez, le trésor! Non, on s'en fout! Le livre, il y a pas de trésor! Vous avez réussi du coup? Ben ça aurait pu mieux se passer si j'avais eu ma tasse de café! Et si on avait réussi à garder toutes les preuves de l'existence de la cité? Et si on avait réussi à avoir quelques richesses, mais non évidemment, on rentre les mains vides, voilà. Oh, bah si ça peut vous consoler, vous avez un bilan à faire. Sur quel film? La momie. Mais La momie c'est pas un film d'animation. Bon, on va laisser faire les pros, allez. Ok, laissons faire les pros. Ok, bilan. La momie est un excellent divertissement. C'est fun avec des scènes d'action vraiment cool et créatives et des personnages attachants, ce qui est rare dans un film de ce genre. En plus, aucun d'eux n'est vraiment cliché au final. Evie est intelligente et débrouillarde et n'est jamais qu'une simple demoiselle en détresse agaçante. Rick est courageux mais il est complètement paumé tout le long du film et ne tombe pas dans le cliché du tombeur héroïque et macho. Et Jonathan est un comic relief utile au scénario qui n'est pas uniquement le personnage du menteur sans scrupules, mais aussi un frère aimant prêt à tout pour sa petite sœur. Bon après il y a plein de trucs prévisibles, genre on sait tout de suite qu'il va mourir dès le début du film, mais même les clichés sont tournés de manière plutôt humoristique. Par exemple, il y a énormément de petites phrases ou de détails qui laissent présumer du sort des personnages. On a le gardien de prison qui dit avoir peur des insectes et qui se fait tuer par un scarabée. Comment ça, des insectes? Je hais les insectes.
Ou encore un des Américains qui dit ne rien voir sans ses lunettes et qui se fait voler ses yeux plus tard par la momie. D'ailleurs à la base, si Imhotep confond Evie et Anck-su-namun, c'est parce qu'il a piqué les yeux d'un bigleux. C'est ce genre de détail qui rend le film encore plus drôle. En fait, le réalisateur cherche plus à mettre des procédés qu'on retrouve souvent dans ce genre de film, histoire de faire un clin d'œil au public averti, genre de rendre un hommage plutôt qu'une vraie maladresse de scénario. Après, le film il est pas parfait, hein, surtout sur le plan historique. Par exemple, Imhotep a vraiment existé, mais n'était évidemment pas un vizir victime de malédiction égyptienne. C'était un chancelier, tout ce qu'il y avait de plus honorable. Et il y a quand même certains trous scénaristiques, comme le fait qu'ils ne pensent pas une seconde à embarquer le chat avec eux pour se protéger, ou encore le coffre que les 4 Américains ouvrent. Si personne n'avait ouvert ce coffre, Imhotep n'aurait jamais pu retrouver son enveloppe corporelle, et il se serait réveillé pour rien. Mais on sent que le réalisateur était vraiment passionné par ce projet. Déjà, il respecte le film original de 1932, puisqu'il lui rend hommage en conservant les mêmes bases, mais en changeant complètement d'angle et de ton. Et je rappelle que c'est à ça que devrait servir un remake, et pas à raconter exactement la même histoire avec une technologie différente. Et Stephen Sommers a vraiment réfléchi à ce film. Il a créé toute une mythologie avec la malédiction du Ondai, même si elle n'a pas grand sens, comme l'ont souligné nos collègues, et la cité perdue d'Amun-Aptra avec les Magi qui la protègent. Et il est même allé jusqu'à faire parler ses personnages en ancien égyptien. Même niveau technologie, à l'époque le film a été vendu comme le film avec des superbes images de synthèse et tout. Mais au final, il y a énormément d'effets spéciaux non assistés par ordinateur et toutes les scènes d'extérieur ont été filmées en Égypte, dans de vrais décors. On n'en fait plus des films comme ça de nos jours, surtout en ce qui concerne les blockbusters. Pourtant, on a la preuve avec ce film que moins on a d'effets spéciaux en images de synthèse, moins le film vieillit mal. Si tout le film avait été tourné comme la scène d'ouverture, le film serait irregardable aujourd'hui. Ouais, et puis même les images de synthèse n'ont pas été utilisées par hasard ou juste par facilité. La scène où Imhotep avale un scarabée a nécessité des mois de travail. Tout le monde disait au réalisateur d'abandonner cette scène, qu'elle ne servait à rien, mais Stephen Sommers voulait absolument prouver qu'un tel effet spécial était possible. Bref, il y avait une vraie passion derrière ce film, et non simplement l'envie de faire un remake pour le fric. C'est pas pour rien si c'est le 6ème film qui a le mieux marché au box-office en 1999. Il mérite vraiment sa place des classiques des années 90. Et ouais, allez, triple high five. Bam, bam, bam. Waouh. Elles sont good, hein. Elles sont good, hein. Bon bah, on n'a plus qu'à retourner à faire qu'on sait faire de mieux. Genre, moi je vais aider Cupidon. Encore. Et moi je vais propager le bullshit et la magie de Noël sur Terre. Yes. Et moi je vais faire ce que je sais faire le mieux, chanter des chansons insupportables qui restent dans la tête. Allez, 3, 4, joyeux Halloween. Allez, voilà.